Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là pour cette dernière journée sur le salon SITL pendant la pause déj. On va parler décarbonation, on va parler concret, on va parler d'une démarche qui est collective et d'une approche qui est systémique et qui a été initiée par le groupement Astre. Pour parler de tout ça, évidemment, on a les acteurs qui font bouger les lignes, qui ont initié cette démarche. Et puis, pour l'introduire au mieux, je vais laisser la parole tout de suite à Denis Baudouin, qui est le président du groupement Astre. Et puis, je vous laisserai vous présenter après, tour à tour, et expliquer pour qui vous travaillez et quelles sont vos missions au quotidien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc avant de vous parler de décarbonation, je vais vous parler 2 minutes d'Astre pour que vous compreniez bien la singularité de notre démarche. Effectivement, Astre, c'est un groupement de transporteurs indépendants. Et c'est-à-dire que ça complique un tout petit peu les choses quand on engage une démarche collective, puisqu'on n'a pas affaire à une structure pyramidale avec un chef en haut qui décide et des gens qui exécutent en bas. On doit convaincre chacun des acteurs et chacun des chefs d'entreprise indépendants qui constituent le groupement. Et donc il a d'abord fallu sensibiliser ces acteurs à l'intérêt de cette démarche et puis ensuite trouver une méthodologie qui nous permette d'avancer ensemble. Donc on est parti sur un référentiel qui est le référentiel NZI, le Net Zero Initiative, qui repose sur 3 piliers. Le premier, c'est le pilier de la réduction de nos émissions, de nos propres émissions, celles qu'on produit au travers de nos activités. Ensuite, il y a un second pilier qui, lui, repose sur la réduction des émissions de nos parties prenantes, dans et en dehors de notre chaîne de valeur. Et puis le troisième pilier, c'est un pilier qu'on maîtrise difficilement, nous, transporteurs, c'est la séquestration du carbone. Et donc, on va vous expliquer ça un peu plus en détail bientôt. Et puis, pour ce qui concerne nos réductions d'émissions, on a mis en œuvre chez Astre, alors c'est une première étape, naturellement il y en aura d'autres dans les années à venir, et cette première étape concerne la décarbonation de notre plan de transport. On a un réseau de messagerie palettisée chez Astre qui s'appelle Palette System, et ce réseau fait environ 2 tours du monde toutes les nuits, avec un certain nombre de tractions en France et en Europe, puisqu'on est un groupement européen. Et on a donc décidé en 2024 de réduire l'intégralité, pas l'intégralité, mais une bonne partie de nos émissions. Et on arrivera à atteindre un objectif de 50% en 2024, ce qui est déjà un progrès énorme par rapport à ce qui se faisait avant. Et puis on fera aussi, bien sûr, dans les années futures, d'autres actions qui nous permettront d'avancer un peu plus. Et puis on est donc dans une approche collective, comme je le disais tout à l'heure, et Lorraine l'a rappelé tout à l'heure, dans une approche aussi systémique. Et pour ça, on a des acteurs et on a souhaité qu'ils participent avec nous aujourd'hui à cette conférence. Et je vais vous présenter le premier d'entre eux. Le premier d'entre eux, c'est Valérie Prunier, qui est ici. Il est le représentant en France d'une société qui s'appelle Elon Road. C'est une société suédoise qui a mis en place une technique spécifique de recharge des véhicules électriques. Mais je vais lui laisser la parole pour pas le spolier. À vous, Valérie. Monsieur le Président, merci d'abord de nous avoir invités. Donc nous sommes ravis d'être là. Effectivement, Elon Road, alors j'espère qu'on va avoir des slides parce que on n'aura pas de slides. Si, non, peut-être. On ne sait pas. Donc Elon Road, en fait, est une start-up suédoise qui a été créée il y a 10 ans par un propriétaire, un des premiers propriétaires de voitures électriques là-bas, qui en avait simplement marre de sortir le câble, de chercher une borne qui marche et de brancher et d'attendre que ça recharge. Donc c'était une Nissan Leaf, sa voiture, et il a eu l'idée de se dire, il s'est creusé les méninges pour dire qu'il doit y avoir une solution de recharge automatique de véhicules électriques. Et donc c'est ce qu'il a développé pendant plusieurs années. Et donc, il a mis au point un système qui consiste à poser un rail. Alors, c'est dommage que vous ne puissiez pas voir les photos. Peut-être ça va venir un peu plus tard. Donc, il a mis un rail par terre que vous pouvez visser au sol. Donc, il ne nécessite pas beaucoup de travaux, notamment
pas de génie civil et sur lequel le véhicule électrique, quand il est à l'aplomb du rail, vient poser un patin qui est monté sous le châssis du véhicule électrique de manière automatique, puisqu'aujourd'hui, évidemment, tout communique avec tout. Il y a des capteurs et de la communication partout. Donc le rail communique avec le véhicule. Et donc le véhicule, en arrivant à l'aplomb du rail, baisse ses patins, le rail envoie l'électricité et la batterie se recharge de manière automatique, c'est-à-dire sans aucune intervention du conducteur. Ce qui était vrai pour les voitures il y a 10 ans chez Elon Road est devenu possible pour tout type de véhicule électrique. Donc qu'on parle de camionnettes, de logistique, qu'on parle de camions, qu'on parle de bus, et aujourd'hui notamment avec Astre, de camions. Donc la technologie permet effectivement de recharger un camion quand il est à l'arrêt. Alors il est à l'arrêt, le camion en général, au dépôt, mais il n'est pas à l'arrêt que au dépôt. Le camion, il est aussi à l'arrêt, en particulier au quai de chargement ou de déchargement pour sa marchandise. Et comme notre technologie de rail est non intrusive, comme elle ne nécessite pas de génie civil, vous pouvez mettre un rail au milieu d'une cour de logistique, d'un parc logistique, et donc vous pouvez mettre un rail à 15 mètres ou à 18 mètres du quai de chargement du bâtiment. Ce que vous ne pouvez pas faire avec une borne de recharge classique, parce qu'une borne de recharge classique, il y en a quelques-unes dans le salon, c'est un truc qui est haut comme ça et qui sort effectivement de terre. Donc l'avantage majeur étant de le mettre sur un quai de chargement, à côté d'un quai de chargement où sera la cabine bien sûr des camions, ou d'un quai de déchargement, en plus du dépôt la nuit, eh bien, vous pouvez recharger en temps masqué votre camion électrique. En temps masqué, c'est un changement radical par rapport au temps perdu qu'aujourd'hui on est obligé de consacrer pour aller chercher une borne, sortir le câble, brancher le câble et attendre que la borne recharge les batteries du camion électrique. Donc on passe du temps perdu au temps masqué qui vous permet d'avoir pour les transporteurs, pour un grand nombre de camions dès aujourd'hui, d'avoir un coût total de passage à l'électrique à peu près au coût du diesel, alors qu'aujourd'hui on sait que les deux problématiques principales de l'électrique, c'est que c'est trop cher et que l'expérience de recharge est compliquée. Donc grâce à cette technologie innovante, non intrusive, automatique, 100% automatique, on peut recharger le camion électrique et donc permettre un coût de transition à l'électrique beaucoup moins cher. Alors c'est complété avec un bonus que vous pouvez faire en fonction des camions. Si vous avez des camions par exemple de messagerie ou des camions qui font des trajets récurrents comme un certain nombre d'Astriens ont, eh bien vous pouvez équiper à nouveau un rail sur votre dépôt, vous mettez un rail à destination et le camion charge à différents moments de la journée, pendant un quart d'heure, une demi-heure, en fonction du temps qu'il est à l'arrêt. Et ça permet quelque chose d'assez important, de très important. Ça permet de diminuer la taille des batteries que vous mettez dans votre camion électrique. Et vous savez que le coût des camions électriques repose pour à peu près un tiers, on va dire, dans les batteries. Donc si vous êtes à même de diminuer par 2 ou 3 la taille des batteries, ce qu'on est à même de faire avec notre technologie, vous avez un camion électrique beaucoup moins cher et vous retrouvez votre charge utile. Parce qu'un camion n'est pas là pour transporter des batteries, sauf ceux qui sortent des gigafactories, mais c'est une autre histoire. Mais donc un camion est là pour transporter sa charge utile. Donc vous gagnez en coût énormément. Alors la société Elon Road, donc, dans ces 10 dernières a recueilli un certain nombre de soutiens majeurs de l'État suédois, puis de grands partenaires internationaux, notamment un grand équipementier mondial qui s'appelle Aishin, qui fait partie du conglomérat Toyota. Puis nous avons, avec le groupe Vinci, décroché un projet France 2030 qui est, on va dire, la cerise sur le gâteau, qui permet d'aller un peu plus tard, pas aujourd'hui, mais un peu plus tard, faire de la recharge en dynamique. Donc je vous ai parlé jusqu'à présent de la recharge statique au dépôt
ou au quai de chargement, déchargement, qui permet déjà de faciliter l'électrification de beaucoup de camions. Mais pour ceux qui font de la longue distance, et chez Astre et chez les Astriens, il y en a pas mal qui font de la grande distance, là, en fait, l'idée, et c'est la meilleure idée en termes de coût sociétal et donc pour les clients, des clients utilisateurs finaux, d'aller effectivement recharger en roulant. Et ça, ce sera une petite révolution qui permettra, pour le coup, la même chose, de diminuer la taille des batteries dans tous les véhicules électriques et notamment dans tous les camions électriques. Et donc, vous n'aurez plus de soucis d'autonomie puisque pour ceux qui parlent, si on parle un petit peu technique, vous allez être capable de recharger 350 kW ou 400 kW d'un camion 44 tonnes à 90 km/h. Ça veut dire que vous allez être capable de recharger 2 ou 3 fois plus que l'énergie que vous avez besoin pour rouler sur l'autoroute. Je le dis autrement, avec une section de 50 km sur une autoroute qui fait 150 km, 50 km vont vous permettre d'avoir de l'énergie pour 150 km. Donc avec 50 km de rails électriques en dynamique qu'on va mettre en France sur l'autoroute A10 dès l'année prochaine, au printemps 2025, en partenariat avec le groupe Vinci, sponsorisé par l'État français qui soutient ce projet, encore une fois comme étant la meilleure alternative à une électrification bon marché, en facilitant évidemment en plus les usages, eh bien, nous aurons la possibilité d'aller faciliter l'électrification d'un grand nombre de vos camions, des camions des Astriens, avec lequel, grâce à Monsieur le Président, nous avons un partenariat et c'est le groupement Astre qui amène, on va dire, cette technologie-là en France, puisqu'elle existe en Suède. Nous avons un certain nombre de débouchés aujourd'hui aux États-Unis, au Canada, en Estonie, dans d'autres pays, mais en Suède, donc je suis le responsable France, et nous allons également, dans le futur proche, créer une unité de production de ces rails qui présentent également l'intérêt d'être relativement basiques. Des rails, c'est des métaux. On fait toucher des métaux à des métaux pour conduire l'électricité. Voilà, donc un mot peut-être sur les évolutions récentes de la société Elonroad. Je vous ai parlé de l'État français, de l'État suédois. Nous avons l'Europe également qui soutient, en particulier par le Conseil européen de l'innovation, qui est un comité très très sélectif au niveau européen, qui en gros récompense 3 à 4% des dossiers. Nous avons été lauréats pour aider justement les transporteurs et les logisticiens à décarboner moins cher que ceux qu'on connaît aujourd'hui quand on passe à l'électrique. Et nous avons, plus récemment encore, lancé un partenariat avec Kalmar, par exemple. Alors Kalmar, c'est un fabricant de véhicules industriels, vous savez, qui sont sur les parcs logistiques, qui prennent les containers, qui déplacent des containers en particulier. Donc il est important de noter, parce que je vous ai dit qu'on avait besoin d'équiper les véhicules par le dessous, avec un petit châssis qui fait baisser des patins pour toucher le rail au sol. Donc Kalmar est un des premiers constructeurs avec lequel nous collaborons pour bien intégrer notre technologie à leurs véhicules. Mais ce n'est pas le seul. J'ai vu sur le salon quelques Renault électriques, camions, et je suis content de pouvoir annoncer que nous commençons à travailler avec Renault Trucks, que Volvo Trucks est également intéressé et motivé pour accompagner les Astriens qui ont décidé de tester la technologie. Merci beaucoup Valérie. Alors, il n'y aura pas de slide du tout. Voilà, petite info au passage. Denis, je vous laisse présenter un nouveau partenaire. Donc, vous l'avez compris, notre démarche, elle est collective, hein, et on essaie au maximum de favoriser les initiatives comme celle d'Elonroad, qui nous paraissent être des alternatives intéressantes à ce qui peut exister aujourd'hui en termes de facilité d'utilisation pour les transporteurs. Et puis, comme on est dans une démarche collective, on est aussi partenaire depuis de longue date avec un groupe français bien connu partout dans le monde parce qu'il est leader du marché du pneumatique. C'est la société Michelin. Et la société Michelin, effectivement, se veut être le leader de la mobilité et de la mobilité durable. Et il nous a semblé chez AS important de nous inscrire avec Michelin dans un programme de partage d'expérience,
de bonnes pratiques, de façon à imaginer ce qu'on pouvait mettre en place ensemble pour les années à venir. Et donc, je vais laisser la parole à Laurent Ledortz de chez Michelin, qui va vous en dire davantage sur l'expérience qu'on va mener conjointement. Okay. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Laurent Ledortz, moi je suis responsable grand compte dans le département commerce du groupe Michelin, donc en charge des relations commerciales avec des flottes de transport et notamment le groupement Astre. Le Michelin, rapidement, vous le connaissez au travers du pneumatique, des cartes et guides, mais on travaille également sur des solutions de service autour du transport. Et puis, depuis de nombreuses années, mais c'est beaucoup plus, je dirais, entre guillemets, discret, mais on travaille également sur tout ce qui est des matériaux de haute technologie, comme des matériaux biosourcés, par exemple. On parle de décarbonation, donc comment s'inscrit le groupe Michelin dans les objectifs de décarbonation ? L'objectif de Michelin est simple, c'est de décarboner notre industrie, donc zéro émission à horizon 2050, et avec notamment un passage intermédiaire à horizon 2030. Alors pour arriver à faire tout ça, puisqu'on ne va pas se mentir, on a une activité très carbonée, il faut qu'on s'appuie sur différents leviers qu'on doit activer. Alors il y a un premier levier qui est évidemment le pneumatique, la conception de nos pneumatiques, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Il y a également la mise en œuvre de ces pneumatiques sur les parcs de nos clients et le conseil qu'on peut faire à côté, et puis les services annexes aux pneus qui vont servir à optimiser le pneumatique, mais j'y reviendrai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mais il y a un premier levier, selon nous, qui est important d'actionner, c'est l'écosystème. Alors l'écosystème, c'est un mot un peu galvaudé, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, l'objectif de décarbonation, zéro émission en 2050, on est tous concernés. Et nous, on est convaincus que chez Michelin, on ne pourra pas y arriver tout seul. Et d'ailleurs, personne ne pourra y arriver seul. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'on évolue dans nos façons de travailler, dans nos façons d'échanger avec tous les intervenants, clients, fournisseurs, autorités, spécialistes, universitaires, qu'on soit dans une démarche de coopération, de collaboration, de co-construction pour arriver tous ensemble à l'objectif final de zéro émission de CO2. Donc un exemple très concret de collaboration et de co-construction, fin 2023, donc au salon Solutrans, le groupement Astre et Michelin ont signé un partenariat sur la transition écologique avec des vraies actions concrètes. Et donc depuis le début de l'année, nous travaillons conjointement avec la direction RSE du groupement Astre à la création d'un événement destiné aux porteurs de label Astre, entre autres, et puis à des personnels de Michelin. Donc un événement qui aura lieu à Clermont-Ferrand les 5 et 6 septembre prochains. Et l'objectif, c'est de partager des connaissances sur différents thèmes autour de la transition écologique et énergétique, et donc la RSE. Donc nous avons des experts Michelin et des experts Astre qui vont travailler ensemble jusqu'à globalement d'ici le mois de juillet pour co-construire des ateliers. Et nous partagerons donc ensuite des informations avec les Astriens qui viendront participer. Alors pour vous donner un petit peu d'informations sur ce qu'on va partager, nous aurons des ateliers concernant l'acculturation des salariés à la transition écologique et énergétique. On aura également un atelier concernant la RSE Supply. On aura un atelier également qui concerne l'écosystème du véhicule électrique, la finance responsable, les achats responsables et puis la captation carbone. Donc vous voyez que ça fait beaucoup de sujets, mais tous ces sujets sont interconnectés. Et encore une fois, il y a des experts chez Michelin, mais on ne connaît pas tout et on a besoin d'avoir les experts Astre pour pouvoir également réaliser tout ça. Donc ça sera vraiment l'occasion pour les porteurs de labels d'échanger avec des experts, de prendre connaissance de tous ces sujets. Et j'ai envie de dire le but final, le but ultime, ce qu'on souhaite, c'est que au retour de ces deux demi-journées, eh bien, les personnes repartent avec des engagements et puis des actions concrètes à mettre en place, puisque si en 2050 on veut être à zéro, c'est maintenant qu'il faut le faire. Voilà. Je vous ai parlé également, donc ça c'est le premier levier, l'écosystème, sans doute un des plus importants parce que c'est quand même compliqué à mettre en œuvre, mais on y arrive. Pour nous, c'est l'impact carbonation, c'est le pneumatique. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez finalement le cycle de vie d'un produit, d'un pneumatique, de sa conception à son recyclage, la phase de sa vie qui a le plus d'impact en termes d'émissions de CO2,
c'est pas la production, c'est l'usage. Lorsque le pneu roule et qu'il est utilisé par nos clients. Alors je fais simple, hein, c'est la résistance au roulement en consommation de carburant égale émission de CO2. Donc je citerai qu'un seul chiffre. À horizon 2030, le groupe Michelin s'est fixé comme objectif d'améliorer l'efficience énergétique de nos produits de plus 10% par rapport à 1.0 qui est celui de 2020. Donc en gros, on va dire, pour faire simple, baisser la résistance au roulement de nos produits. Alors 10%, ça paraît simple dit comme ça, mais c'est un vrai challenge parce que c'est une vraie intrusivité dans la conception des modèles, c'est une vraie intrusivité au niveau industriel. Voilà, donc nos chercheurs, nos ingénieurs planchent vraiment à fond sur les sujets pour qu'on soit au rendez-vous. Et puis le dernier levier, je vous en ai rapidement parlé tout à l'heure, mais c'est la mise en œuvre et le conseil. C'est bien d'avoir des très beaux pneumatiques et efficients. Faut-il encore que ces derniers soient bien utilisés et bien optimisés? Donc nous, on a sur la France à peu près 145 commerciaux. Alors évidemment, les commerciaux, ils ont une mission de vente, mais pas que. Ça fait depuis toujours que Michelin investit là-dedans pour conseiller nos clients. Donc par exemple, conseiller les bonnes gammes pour les bons usages, faire les inspections des parcs pour être sûr que ces derniers, les parcs de pneumatiques, soient clairement optimisés, avec le recreusage, le rechapage. Tout ça, ce sont des actions qui ont une incidence forte sur les émissions de CO2. Et puis par exemple, le suivi des pressions, ça paraît bête, mais la pression, c'est d'ordre 1 également sur la consommation de carburant et les émissions de CO2. Juste pour vous donner un exemple, un pneu poids lourd, entre 8 et 9 bars, eh bien moins 1,5 bar de pression dans un pneu, c'est plus 1% de consommation de carburant. Et c'est pas linéaire. Donc voilà, donc, vous voyez, il y a beaucoup de leviers à activer. On travaille ensemble avec le groupement Astre. Donc encore une fois, l'écosystème, travailler sur le pneumatique, travailler sur sa mise en œuvre et les solutions qui vont avec. J'ai beaucoup parlé d'émissions de CO2, mais dans la transition écologique, il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qui concerne la biodiversité, la protection de la biodiversité. Nos usines ont un impact et on travaille dessus. Les ressources naturelles également, la consommation des ressources naturelles, notamment comme l'eau, et on travaille également dessus. Mais ça encore, ce sont encore d'autres sujets assez complexes. Et je pense que Basile saura en parler mieux que moi. Merci à vous. Bon, vous nous avez fait une transition toute trouvée, en fait. C'est ça. Denis, je vais quand même vous laisser présenter Agotera et Basile. Et puis, effectivement, là, on va rentrer dans la biodiversité. C'est ça. Donc, vous l'avez compris, on a eu 2 interventions ici de Valérie et de Laurent là, au sujet de la démarche collective qu'on met en œuvre. Alors, c'est 2 exemples, bien sûr, parmi tout un écosystème où il y a beaucoup d'intervenants. Mais réduire les émissions de nos parties prenantes ou faire en sorte que collectivement on réussisse à les réduire, c'est une chose. Mais il y a aussi, et Laurent l'a dit puisqu'il a fait la transition, il y a aussi des enjeux sur la biodiversité. Et donc c'est ce qui concerne notamment l'approche systémique dont on parlait tout à l'heure. Et chez Astre, puisqu'on n'a pas de capacité à séquestrer le carbone, puisque nous on l'émet le carbone et il part un peu dans la nature, il faut trouver des solutions qui nous permettent de pouvoir le séquestrer. Et c'est comme ça qu'on a conclu un accord avec la société Agotera, mais je laisserai Basile tout à l'heure le présenter, qui nous engage, nous, Astre, à aider un certain nombre d'agriculteurs à changer de modèle de production pour passer d'une production agricole intensive vers une production agricole régénérative et donc respectueuse de la biodiversité. Et donc voilà, on est engagé aussi dans ce 3e pilier du référentiel NZD dont je parlais en préambule. Et je laisse donc la parole maintenant à Basile qui va vous en dire un peu plus sur ce dispositif. Merci Denis. Ravi d'être ici aujourd'hui. Donc, en effet, moi je vais vous expliquer comment on opère sur ce 3e pilier de la NZD et comment en fait on crée du lien entre des agriculteurs qui changent leurs pratiques agricoles et des entreprises comme le groupement Astre qui vont chercher à s'engager plus loin dans leur démarche bas carbone. Le constat, il est assez simple, c'est que aujourd'hui, l'agriculture, c'est un secteur émetteur net, c'est 19% des émissions de carbone en France. Et le parallèle, c'est que c'est un secteur qui, en modifiant certaines pratiques, pourrait être amené à séquestrer beaucoup de carbone, à être un puits de carbone net. Alors il y a un système qui existe qui s'appelle la contribution carbone
et qui permet à des entreprises de financer des projets qui vont être séquestrateurs de carbone. Depuis une vingtaine d'années, on parlait beaucoup du forestier, mais en France, on a un système agricole qui permettrait aussi de jouer son rôle. Et depuis 2018, le label bas carbone permet à des agriculteurs de mettre en place des projets bas carbone sur leur ferme, de modifier leurs pratiques et de valider donc de la séquestration de carbone qui puisse être financée par des entreprises. Alors c'est notre rôle chez Agotera. On référence donc ces agriculteurs à travers le territoire français, maintenant aussi en Europe, et on va chercher à faire le lien, trouver les projets les plus pertinents pour que les entreprises les financent, que ce soit géographiquement, que ce soit dans les co-bénéfices qui vont être amenés par les projets, notamment la biodiversité ou encore la gestion de l'eau. Alors aujourd'hui, c'est 3000 agriculteurs qui sont engagés en France. Et c'est des programmes qui se mènent sur 5 ans. Donc l'agriculteur, dans un premier temps, il va mettre en place un bilan carbone sur sa ferme, il va définir ses leviers d'action et il va recevoir des audits, ça va être jalonné d'audits, jusqu'à une audit de certification à l'issue des 5 années qui va valider l'émission de crédit carbone. Donc quels sont-ils ces leviers quand on parle d'agriculture régénérative, quand on parle d'agriculture de conservation des sols? Alors, ils sont très variés dans l'agriculture. On en cite aujourd'hui une trentaine. Mais dans les grands principes que je peux vous citer, il y a notamment le fait d'avoir une attention particulière pour le sol et notamment pour la couverture du sol. Éviter d'avoir un sol à nu, ça va permettre d'éviter l'érosion des sols pendant les intercultures. Donc pour ça, on fait pousser des couverts d'interculture. Ces couverts, ils vont avoir pour intérêt d'ancrer le sol, d'éviter l'érosion, mais aussi de faire de la photosynthèse à l'intersaison entre une culture d'hiver et une culture de printemps. Ce couvert, on va pouvoir le détruire et le laisser sur le sol. Il va apporter de la matière organique, il va fertiliser le sol. Donc il va aussi, par exemple, permettre d'éviter d'acheter des engrais de synthèse qui sont eux aussi très émetteurs, que ce soit dans leur production ou dans leur épandage. Donc il y a vraiment, c'est vraiment l'idée de raisonner en système à l'échelle de la ferme, donc que ce soit dans les pratiques, que ce soit dans l'usage d'intrants. Sur l'élevage aussi, il y a des gros enjeux parce que c'est un secteur qui est très émetteur, notamment de méthane. Donc dans la gestion des troupeaux, on va être en mesure d'accompagner les agriculteurs vraiment pour réduire leurs émissions. Et donc voilà un petit peu notre rôle chez Agotera, donc entreprise à mission. On travaille aujourd'hui avec une cinquantaine, même soixantaine d'entreprises de tout secteur, et donc notamment des entreprises qui sont dans le secteur du transport. Et donc avec le groupement Astre, qu'est-ce qu'on a mis en place? C'est un premier financement d'une ferme qui est pas loin de Paris, une ferme dont le projet, donc c'est une ferme en grande culture, qui va être amenée en fait sur les 5 années de projet, comme je vous disais, ça se fait sur 5 ans, qui va être amenée à éviter et séquestrer 1700, un peu plus de 1700 tonnes de carbone sur les 5 années. Donc qu'est-ce que ça va permettre pour l'agriculteur? À la fois de réduire ses émissions, d'être reconnu pour autre chose que simplement sa production agricole, d'être reconnu comme un acteur de la transition écologique. Et puis évidemment, ça va avoir beaucoup d'impact sur la biodiversité. Comme je vous le disais, ce qui est beaucoup mis en place sur cette ferme, c'est les couverts d'interculture. Les couverts d'interculture, ça permet aussi le gîte et le couvert pour toute une biodiversité à un moment de l'année, pendant l'hiver, où il n'y a justement pas grand-chose pour le vivant. Donc le programme est mis en place, il est d'ores et déjà financé. Et donc nous, on va permettre un suivi année après année des évolutions de ce projet, notamment via une plateforme qu'on met à disposition et qui permet d'avoir de l'information qui remonte. Voilà, en tout cas, on est ravis de travailler avec le groupement Astre sur ce premier financement en faveur de la transition agricole. Et puis, haut les cœurs. Merci Basile, merci beaucoup. Donc c'est quand même la force du collectif. On est sur un salon de transport et logistique et on parle agriculture, ferme, enfin voilà. Denis, est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur les prochaines étapes ou les prochains projets? Alors le projet en cours déjà, c'est celui de la décarbonation, je le disais tout à l'heure, de notre plan de transport. Donc ça paraît simple, mais c'est quand même un tout petit peu compliqué à mettre en œuvre. Et puis en plus, il ne faut pas seulement le dire, il faut le faire réellement, il faut être capable de le prouver à tout moment.
Et donc effectivement, on a mis en œuvre ce plan de réduction de nos émissions. Et pour pouvoir le mettre en œuvre, il a fallu obtenir aussi des engagements à la fois de nos adhérents, mais plus que des engagements, aussi la preuve qu'ils sont en train de modifier la nature de l'énergie qu'ils mettent dans leur véhicule. Donc on a laissé le choix à nos adhérents le choix de l'énergie. Hein, donc je vais faire de la publicité pour personne, mais il y a des véhicules qui vont rouler au B100 et d'autres avec du HVO ou de l'XTL et d'autres avec de l'électricité et certains avec du biogaz. Et donc, en fonction du mix et des réponses qui nous ont été apportées et de l'énergie utilisée par les uns ou par les autres, on est capable de dire aujourd'hui et de prouver à tout moment que depuis le moment où on prend une palette chez un chargeur jusqu'au moment où on la livre chez le destinataire final, on aura réduit à la fin de l'année 2024 50% de nos émissions. À aujourd'hui, il y a, pour être tout à fait dans la transparence, il y a 42% environ, à peine 41,7, j'arrondis, 42% des transporteurs estriens engagés dans ce plan de transport qui ont déjà muté vers les nouvelles énergies. Donc ça, c'est la première étape. La seconde étape, et ce sera une étape pour 2025, qui sera un peu plus ambitieuse encore, ce sera de décarboner la totalité de ce plan de transport, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on décarbone tout ce qui part du hub jusque chez les distributeurs, mais on ne décarbone pas la partie depuis le distributeur jusque chez le client final. Et donc, l'objectif pour 2025, c'est d'aller décarboner l'intégralité du plan de transport de la messagerie palettisée chez Astre. Ça, c'est des projets qui sont à court ou moyen terme. Ensuite, il y a d'autres projets qui sont menés avec un certain nombre de parties prenantes. Là, vous aviez des exemples avec Michelin et avec la société Elon Road. Il y en a d'autres qui sont en cours, mais qui ne sont pas encore suffisamment mûrs pour que je vous en dise davantage aujourd'hui. Donc, vous faites du teasing, là. Oui, je fais un peu de teasing, et donc je préfère les taire un peu aujourd'hui pour vous en dire un peu plus dans les prochains mois. Voilà. Ce que je voulais aussi dire à propos d'Agotera, ça a été un tout petit peu compliqué pour être aussi dans la transparence de faire admettre à nos amis transporteurs indépendants qu'on allait financer des agriculteurs à changer de modèle de production. Donc il a fallu qu'on soit un peu perspicace pour obtenir leur validation. Et on y est arrivé. On y est arrivé aussi pour une chose essentielle, c'est que les transporteurs de chez AS, qui sont des entrepreneurs généralement d'entreprises familiales indépendantes, se sont reconnus aussi chez l'agriculteur qui lui-même est un chef d'entreprise. Il y a cette proximité qui s'est faite au-delà de la partie purement environnementale. Et puis, puisqu'on essaie, et ça c'est aussi grâce à Agotera, on essaie aussi de créer des relations un peu différentes avec les agriculteurs. Et c'est comme ça que dans les prochaines semaines, on va aller directement chez l'agriculteur dont il a été question tout à l'heure là, dans l'Essonne, pour partager avec lui les premières expériences. Et on pense aussi que ça contribue au fait que ce dispositif fonctionne. Merci beaucoup, Denis. Il nous reste 10 petites minutes pendant lesquelles vous allez pouvoir poser vos questions. Donc, je suis à dispo. J'arrive. Je vais vous présenter d'abord. Bonjour, Yvan Baturon. Merci pour cette présentation collective. J'avoue que je n'ai pas complètement compris le lien entre ce que vous faites à Agotera sur la séquestration avec le secteur agricole et Astre sur le transport. Est-ce que c'est juste une collaboration financière ou quel est le lien entre le transport et les responsabilités de Astre et les projets comme la ferme que vous avez cité et Agotera? Merci. Alors, merci pour votre question. Alors, je vous disais, nous on travaille avec 50 à 60 entreprises aujourd'hui qui financent des projets. Certaines sont liées au secteur agricole, c'est-à-dire que finalement elles vont financer des projets qui ont un lien avec leur chaîne de valeur et donc potentiellement qui vont réduire leur scope 3. Je ne sais pas si ça vous parle. Et pour d'autres, typiquement comme le groupement Astre, il n'y a en effet pas de lien direct avec le monde agricole. Donc on peut vraiment considérer ça comme une contribution carbone. On appelle plus ça d'ailleurs de la compensation carbone. C'est vraiment l'idée de contribuer
en dehors de sa chaîne de valeur et d'aider d'autres acteurs à réduire leurs émissions ou à séquestrer du carbone. En l'occurrence, le projet ici, c'est vraiment que de la séquestration, donc dans les sols. Et donc le groupement Astre, typiquement, n'a pas de levier pour séquestrer finalement dans sa chaîne de valeur. Donc c'est en dehors qu'ils vont pouvoir aller chercher des solutions. Et il s'avère que l'agricole faisait sens, pour les raisons évoquées. Déjà parce que finalement, entre les chefs d'entreprise familiales et les agriculteurs, il y a un lien qui s'est fait plutôt dans une thématique sociale. Parce qu'aussi, l'agriculture va avoir un impact sur la biodiversité. Donc c'est la dimension multi-impact, co-bénéfice qui fait sens. Et puis parce qu'il y a un stockage net de carbone. Donc le lien, c'est un financement, avant tout. Et puis après, c'est l'idée de créer du lien au-delà du financement. Donc, comme le disait Denis, c'est une visite de ferme qu'on organise prochainement pour aller sur le terrain, sur la ferme, voir ce qui est mis en place. Et voilà, recréer du lien sur le territoire entre monde des entreprises et monde agricole. C'est aussi vraiment un des enjeux. C'est bien toujours dans une démarche collective. Hein. C'est ce qui nous anime chez AST, puisque sans démarche collective, il n'y aurait pas de AST. Et donc, on a essayé d'étendre cette démarche collective et de l'adapter à ce dispositif de décarbonation. Est-ce qu'il y a une seconde question? J'arrive. Bonjour, Dinil On, l'officiel des transporteurs. J'avais une question pour Monsieur Prunier sur la solution d'Elon Road. Quel serait le coût pour un transporteur de s'équiper, donc que ce soit l'équipement du patin sur le véhicule et le rail, en statique, je parle en statique. Ok, alors merci, excellente question. Alors en fait, le coût, considérant qu'on n'a pas de génie civil pour l'implantation de notre système, contrairement à une borne de recharge, à puissance électrique et à service équivalent, on va être moins cher au global que l'infrastructure borne de recharge classique qu'on connaît aujourd'hui tous. Sachant qu'après, le bénéfice financier le plus important, c'est pendant l'usage, puisque le fait d'être capable de recharger en temps masqué plusieurs fois par jour vous permettra additionnellement de diminuer la taille des batteries. D'accord ? Alors, en coût précis, si on regarde des bornes de recharge 60 kW, 150 kW, on compare avec des bornes de recharge, on est systématiquement un peu moins cher. Encore une fois, quand vous prenez les matériels et l'installation. Et cerise sur le gâteau, comme nous rechargeons plus fréquemment pendant la journée et pendant la nuit, vous avez besoin de moins de renfort de votre réseau électrique, qui est un coût énorme quand on est un transporteur, parce qu'on veut passer à l'électrique. Prendre 3 camions, 5 camions, 10 camions électriques, c'est énorme parce que vous n'avez pas autant d'électricité disponible sur votre site. Comme nous, on permet de recharger plus souvent, on a des batteries plus petites, donc vous pouvez diminuer par au moins 2 votre besoin de renforcement de réseau électrique. Et ça, ça coûte aussi beaucoup dans l'équation. On a un peu tendance à oublier, donc je vous inviterai à pas simplement comparer le bout de métal avec le bout de métal, mais regardez le bout de métal, bien sûr, l'installation, l'usage et la puissance électrique nécessaire. Voilà. Après, on peut faire des approximations pour des cas vraiment spécifiques. Mais on va d'abord regarder, et ça c'est important parce que c'est la démarche aussi des Astriens, on va d'abord regarder ce que font les véhicules. Je ne vais pas vous dire, monsieur, je vous propose du 180 kW sans comprendre les besoins de vos véhicules électriques. On va chercher à minimiser le coût globalement, donc la puissance, donc le nombre de rails, etc. etc. Donc pour en dire un peu plus, il y a un appel à projet auquel participe Elon Road auprès de l'ADEME. Donc Astre s'est inscrit dans le cadre de cet appel à projet pour le supporter. Et il y a déjà des Astriens il y en a déjà 2 ou 3, qui ont déjà prévu de faire cette installation chez eux. Et nous, on réfléchit à faire la même chose sur notre site principal au Plessis-Pathé, à côté d'Evry, de façon, pour continuer ce que disait Valérie, à permettre de pouvoir recharger les véhicules sur des sections de transport bien identifiées. Donc effectivement, là j'ai des chiffres pour des cas en Suède,
Mais l'année prochaine, au prochain SITL, normalement, on devrait vous donner des chiffres concrets, venant pas de moi, venant des Astrians. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être? Après, si vous n'osez pas la poser devant tout le monde, vous pourrez leur poser à l'issue de la conférence. Bon. Eh bien, très bien. Merci à tous. Merci Denis, à je vous toutes, laisse merci à tous. le mot de la fin. Oui. Merci. Merci bien. Et puis, sachez qu'on est toujours preneur d'idées. S'il y en a un grand nombre de bonnes, on n'est pas à les prendre. Voilà, merci.